nous avons souvent posé un regard critique sur la qualité des infrastructures audiovisuelles de notre pays. Et pendant longtemps, c'était le tout va. On avait l'impression que ce que les téléspectateurs regardaient derrière l'image, derrière l'écran, n'était pas toujours la réalité quand on avait la chance d'être convié sur ces plateaux-là. Et aujourd'hui, on peut se sentir heureux de savoir qu'il y a une certaine jeunesse qui a hâte d'améliorer les choses parce qu'elle voyage beaucoup, cette jeunesse-là, elle voit ce qui se fait ailleurs. Et quand elle rentre, elle mobilise un certain nombre de moyens pour justement mettre leurs invités à l'aise et puis satisfaire leur audimat, etc. Donc moi je suis heureux de voir qu'il y a une qualité infrastructurelle qui est à la hauteur du projet. C'est l'occasion pour moi de féliciter le top management de votre média. Je suis heureux d'être là. Je salue tous vos téléspectateurs, tous vos internautes également, parce qu'on m'a dit que vous avez beaucoup de suiveurs. Et donc je suis très ravi d'être là. J'espère que nous ferons une belle émission. Vous savez, mon ami Ernest, non, en réalité, ces lunettes, je les aborde depuis que je suis sorti de prison. Ah, vous avez mal depuis que je suis sorti de prison, ma vue a été abîmée là où vous savez. Et c'est un passage douloureux que je n'aime pas toujours évoquer. Évoquer parce que, voilà, comme disait l'ancien ministre Titus Ezoa, finalement, tous les Camerounais sont des justiciables qui s'ignorent. Et moi, je prends la trajectoire de vie comme, avec beaucoup de philosophie. Et donc, j'essaie de regarder en avant pour ne pas réveiller les plaies du passé. C'est une philosophie que j'adopte parce que si vous avancez en ayant constamment les yeux braqués sur votre projecteur, vous aurez l'impression que, voilà, rien n'avance, vous n'aurez pas le temps de faire un bilan et vous risquez de foncer tout droit vers l'abîme. Donc il faudrait regarder en avant. C'est pour cela que à chaque fois qu'il est question pour moi de revenir sur une trajectoire qui m'a heurté, je préfère faire fi de cela et puis avancer. Ouais. Et prendre la vie du bon côté. On va rappeler que vous êtes aussi conseiller technique de Charles Blé Goudet pour les questions liées au panafricanisme. En réalité, mon titre, c'est secrétaire national en charge du panafricanisme et de l'intégration africaine dans le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité, parti politique présidé par Charles Blé Goudet. Et donc, il m'a fait l'honneur de me porter à cette fonction il y a 3 ans au congrès de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, et par la suite, à l'occasion du mini-sommet que nous avons eu à Abidjan avec 23 leaders de différents pays associés à Abidjan qui ont tablé sur les questions de panafricanisme, j'ai été porté au secrétariat technique de l'internationale panafricaine de ce côté-là, fonction que j'assume encore jusqu'à présent. Donc, je suis véritablement inscrit dans une dynamique panafricaine depuis une 20aine d'années. Ça fait beaucoup de blé, hein. Parce que toutes ces casquettes-là, c'est pas gratuit. Je parle quand même à l'ancien porte-parole du président de l'Afrique. Celle-là, je l'attendais en tout cas. C'est beaucoup de millions de côté. Donc, Visley, pour être un peu plus sérieux, pour être plus complet sur ma casquette panafricaniste, au-delà de l'expertise militante, n'est-ce pas, en tant que militant panafricaniste, analyste panafricaniste, il y a que ma thèse de doctorat porte essentiellement sur la question du panafricanisme. La thèse que j'ai soutenue en 2020 à l'Université de Yaoundé 1, sanctionnée par une mention très honorable. D'ailleurs, les 2 principales bourses que j'ai obtenues dans un pays dont nous allons débattre tout à l'heure sont essentiellement sur le panafricanisme. La première, c'était en 2021 à l'Université Gaston Berger, au Sénégal, sur les questions de panafricanisme, et en 2022 au CODESRIA, c'était à Dakar. Le CODESRIA, en rappel pour ceux qui nous écoutent, c'est le plus grand think tank de recherche en sciences sociales en Afrique. Et donc j'y ai été lauréat et pour les questions de panafricanisme. Donc j'ai voulu associer la dimension heuristique de la recherche, la dimension idéologique, militante, activiste pour comprendre tous les tenants du panafricanisme. Donc je suis un panafricaniste dans l'âme. Elle dit que vous aurez beaucoup
de bonnes choses à dire quand on parlera tout à l'heure de la situation du Sénégal. Absolument. Puisque les patriotes africains du Sénégal, le parti politique qui a permis au Dio de pouvoir diriger le pays depuis quelques mois de cela. Mais bien avant d'évoquer d'autres sujets, vous avez été au cœur de ce qui peut être présenté aussi comme, je ne vais pas dire un buzz, parce que vous avez estimé sur un plateau qu'en réalité le profil de vice-président correspondait à une personnalité que vous fréquentez et qui a pratiquement des liens d'amitié avec vous. Alors, je me rappelle très bien. Écoutez, je faisais une analyse globale. Il m'avait été posé une question. C'était sur le plateau de vos confrères de Canal 2. Et l'émission portait sur le dessin robot, ou le profil robot de quelqu'un qui pourrait être accepté ou agréé à la fonction de vice-président au Cameroun. Et chaque panéliste, n'est-ce pas, essayait donc de définir, de dessiner un profil pour que cela se fasse sans heurte. Et donc, moi, je faisais donc une analyse pour mettre en avant le fait que, en cette conjoncture extrêmement particulière de l'histoire de notre pays, il me semblait nécessaire de trouver un homme, de mon point de vue, consensuel. Et dans consensuel, j'avais mobilisé ce que j'entendais par les formes de légitimité qui s'entrechevauchaient en ce moment dans notre pays. Parce qu'en réalité, on le verra dans le cas du Sénégal, il y a une véritable bataille des légitimités dans notre pays. Et je rappelais, qu'on le veuille ou pas, la légitimité des urnes et la légitimité politique est détenue par le président de la République. C'est lui, qu'on le veuille ou pas, qui a remporté le dernier scrutin présidentiel. Octobre 2025. Absolument. Il a donc ce qu'on peut appeler la légitimité des urnes. Et cette légitimité des urnes est subséquente à la légitimité politique. Parce qu'on voit très bien que politique au sens global, c'est-à-dire que c'est lui qui gère toutes les institutions du pays. Maintenant, à côté, je disais qu'il y a une autre forme de légitimité qu'on ne voit pas toujours. C'est celle que j'ai qualifiée de légitimité des cœurs. La légitimité des cœurs ici, dans le sens où, si il fallait faire un vox pop auprès des Camerounais de tous les jours qu'on croise ici et là, il y a forcément un homme qui... et cet homme s'appelle Samuel Eto'o. Et je l'ai dit, c'était là dont je réitère l'explication que je donnais ce jour-là. C'est vrai que les gens sont arrêtés sur le nom, sans aller puiser dans l'explication que je viens de vous donner pour mettre en lien les formes de légitimité qui peuvent être interrogées avec pertinence pour se rendre compte qu'il y a une forme de légitimité qu'on ne va pas toujours interroger, celle que j'ai appelée la légitimité des cœurs. Et je mets quiconque au défi de dédire le fait que parmi les Camerounais les plus aimés, les plus affectifs dans les cœurs des Camerounais aujourd'hui, Samuel Eto'o n'en fait pas partie. Il est clair que ce monsieur est très aimé, très apprécié par les Camerounais. Et donc, ce n'est pas le fait d'avoir une proximité avec lui qui peut expliquer le choix que vous faites? Je ne sais pas ce que la proximité vient faire là, parce que je suis en train de vous faire une analyse. Non, j'ai compris. Maintenant, au-delà de l'analyse, il n'y a pas un lien amical? David se voit bien ministre de l'Intérieur au cas où vous savez que Samuel est président de la République. Mais pourquoi? Moi, j'ai la prétention, je crois que j'ai réuni toutes les qualités pour servir mon pays. Moi, j'ai soutenu le président de la République. Et quelqu'un me demandait, en venant ici, quelqu'un m'a reconnu à l'entrée de vos studios, il me disait, mais est-ce que votre positionnement politique en soutenant le président de la République ne mériterait pas qu'on vous donne un strapontin? Je lui ai rappelé à ce monsieur-là, à l'entrée de vos studios, qu'on ne vous trompe pas. Il y a une dimension que les gens veulent masquer quand ils arrivent sur les plateaux, quand ils tiennent un positionnement discursif, populiste. Il y a une dimension profondément transactionnelle en politique. C'est-à-dire que lorsque vous posez un acte politique, n'est-ce pas, vous vous attendez forcément à une rémunération politique. Il y a une dimension transactionnelle en politique. Et donc si j'ai soutenu avec mon mouvement, le CPF 2025, le président de la République, je suis en droit d'attendre, logiquement, soit une fonction de directeur général ou de ministre. C'est de mon droit. Sauf pour autant, ou quand je regarde, n'est-ce pas, quand j'essaie d'interroger les profils, les curricula de ceux qui sont là, je ne vois pas beaucoup qui ont mon CV.
Je vois pas beaucoup. Ah, vous avez écouté sur la question, bonne arrivée à vous dans tous les cas. Il nous a rejoint également. On est en direct, monsieur Ernest. Mais j'ai pas le droit de saluer un frère. Si David est directeur général, je suis en haut. Donc, j'ai quand même le droit de le saluer. Ok. De le féliciter pour la prise de parole. Voilà, Paul Blesba, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir monsieur Obama, bonsoir au docteur Eboutou. Alors, on va dire que vous êtes co-modérateur de la Fondation Fruits d'Afrique, plateforme dédiée et spécialisée dans les débats d'actualité nationaux et internationaux. Vous êtes expert des questions d'assurance, c'est cela? Exact. Vous pouvez nous dire un mot sur cette Fondation Fruits d'Afrique? Alors, la Fondation Fruits d'Afrique est l'initiative d'un jeune Camerounais du nom de Brice Cardeux Simeux, qui œuvre chaque année pour soulager les souffrances des plus faibles, des plus démunis. Et la plateforme dont vous faites allusion est le média, n'est-ce pas, de cette fondation. La devise de la fondation est que celui à qui la souffrance a été épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres. Voilà en quelques mots ce que je peux dire au sujet de la Fondation Fruits d'Afrique. Merci d'être sur notre plateau. Mais si je vous dis Victoire Photo, ça vous dit quand même quelque chose, Ernest? Victoire Photo Victor, autant pour moi. Pardon, Photo Victor. D'abord, voici l'image. Je voudrais qu'on puisse présenter l'image. L'image qu'on va voir, c'est l'image de ce grand patriarche. C'est cela qui est décédé en 2020, en mars 2020. Il avait 94 ans. Il a épousé officiellement 25, il a eu officiellement 25 épouses. C'est cela, c'est un homme d'affaires, c'est un ancien maire également. Mais depuis son décès, il y a beaucoup de batailles en ce qui concerne son héritage. On parle par ailleurs des héritiers qui tourneraient autour de 146. Et lui, qui est père de près de 120 enfants reconnus, mais aujourd'hui au cœur des querelles. Et au-delà de cette image que nous vous présentons, nous voulons également vous présenter ce qui se passe autour de ce domaine, de sa maison, présentée comme étant la résidence principale du côté de Banjul, d'ailleurs, où il a été un maire pendant plusieurs années. On va regarder d'abord cette vidéo-là qui présente la résidence de cet homme, grand homme d'affaires et par ailleurs maire de Banjul, décédé en mars 2020. Présenter là quelques images. D'abord, vous, Ernest Obama, quand vous regardez ces images, ou cette image, là on parle de la résidence principale de ce grand homme d'affaires, père de près de 120 enfants, reconnu, il a eu 25 épouses, il a été maire, grand homme d'affaires. La maison aujourd'hui est abandonnée à son propre sort. Hein. Ouais, ça fait mal de voir cette image-là, parce que, à mon humble avis, Photo Victor, ce n'est plus une personne qui appartient à sa famille. Quand je parle de plus, parce qu'il est parti, et son image, c'est l'image du Cameroun. C'est un patrimoine, Photo Victor, pour ce qu'il a été et pour ce qu'il a fait. Et je pense qu'au-delà des querelles familiales, même la mairie de Banjul, je pense que la maison de Photo Victor doit être un lieu, je dirais pas de pèlerinage, mais c'est comme un site touristique où les gens doivent régulièrement aller voir la maison. Et c'est ici qu'a vécu celui qui a été pendant longtemps le plus riche Camerounais. Je ne sais pas si ça a changé avant son décès. Mais Photo Victor, c'était le plus riche Camerounais.
Et les querelles aujourd'hui entre ces enfants, c'est assez regrettable. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Et ça montre bien, et ça soulève encore la problématique de l'être et de la voix. Parce que ces guerres-là, elles sont beaucoup plus liées à la voix. Et c'est difficile que les gens ne s'intéressent pas à l'être, à ce que le père a laissé et qu'on doit pouvoir garder intact. Parce que, vous parlez des 120 enfants qu'il aurait laissés, mais dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qu'on montera à ces enfants si la maison est à l'abandon, comme on peut le voir à travers cette image-là? Et ce n'est pas tout. On a d'autres cas comme ça, similaires, où des gens qui sont nés avec la cuillère dans la bouche, comme on le dit de manière prosaïque, mais qui abandonnent parfois soit la maison du village, parce qu'ils vivent en Europe, et qui sont complètement coupés des réalités de leurs géniteurs. C'est une image qui fait très mal, parce qu'on sait que Fosso Victor, c'était un grand monsieur, et que vraiment, là où il doit se retourner dans sa tombe en voyant ce qui se passe aujourd'hui après son départ. J'exhorte ces enfants à s'entendre au moins pour pouvoir garder ils ont un tribunal déjà. Mais oui, mais on peut être, mais 2020. On peut garder l'essentiel. On peut être au tribunal et se dire, on fait tout quand même pour que la maison du défunt père n'aille pas en lambeaux. Parce que là, regardez l'image. Regardez. Qui aurait pu imaginer il y a 10 ans que la maison de Fosso Victor pouvait être dans cet état-là? J'ai même l'impression que là, c'est l'entrée principale. Hein. Ouais. Si ça veut dire que personne n'est là-bas, il n'y a personne. Les 120 enfants, ils vivent où? Ils sont forcément en Europe, ils ne sont pas au Cameroun. Et puis je me demande bien, les gens qui naissent dans des familles dites riches, où les parents ont tous les moyens, où ils vivent dans les meilleures conditions possibles, comment on fait pour se discuter les biens? Peut-être aussi ça pose un problème de testament à un moment donné. Parce que si aujourd'hui on est père, tout le monde dira, moi, Ernest garde d'abord la parole pendant quelques ans, si on est père de 120 enfants reconnus, à un moment donné, comment on fait la répartition des biens? Chacun estime que je mérite ci, je mérite ça, papa n'est plus là, j'étais le plus aimé, je suis le moins aimé, etc. Je sais pas. Non, je pense que Visléo, vous n'avez pas compris la question que je vous ai posée. Il y a aujourd'hui, cette mi-journée, il y a un ministre qui occupe une position de souveraineté qui m'a reçu et qui a été brocardé sur un plateau par quelqu'un et qui me disait, Ernest Obama, mon père n'était rien. Il a épousé ma mère à l'âge de 12 ans. 12 ans. Mais j'ai donné un nom à ma famille en me battant tout seul. On doit pouvoir élever nos enfants, les enfants, en mettant dans leur tête que ce que le père a ne leur appartient pas. Car il s'agit des enfants de Fosso Victor, ils ont fait les plus grandes écoles possibles. Mais regardez, mais c'est un spectacle qui est désolant. Mais moi, j'ai du mal à accepter ça parce que je suis Camerounais. Je sais que Fosso Victor, c'est la fierté du Cameroun. Il l'a été. Et pour ce qu'il a fait. Mais vraiment, quand on a été l'enfant de Fosso Victor, je pense que la plupart de ces enfants-là, il y a quand même un petit bien que le père leur a attribué pendant qu'il était en vie. Mais même si on est dans les batailles, il faut quand même garder l'essentiel sauf. C'est-à-dire que la maison de Fosso, la résidence principale. La résidence principale de Fosso Victor. Moi, aujourd'hui, j'attends peut-être si moi j'étais le fils de Fosso Victor ou le fils, il faut perpétuer la mémoire de Fosso Victor en organisant soit des compétitions, soit on crée une fondation. Je ne sais pas s'il existe déjà une fondation qui peut permettre aux jeunes qui ont des projets d'être financés. Imaginez si les 120 s'entendent et se disent, le patrimoine qui a été laissé par papa, on enlève 10% ou 20% pour construire une fondation. Mais c'est la honte aujourd'hui, c'est d'abord la honte du Cameroun. Mais oui, c'est la honte du Cameroun. La mairie de Bandjoun devrait faire quelque chose? Non, ce n'est pas seulement la mairie de Bandjoun autant pour moi. Cette affaire, il faut que les pouvoirs publics se saisissent de cette affaire et qu'ils amènent les enfants à s'asseoir autour de la table. Mais avant tout, qu'on sauve l'essentiel. C'est pas gai de voir ça. Imaginez un temps soit peu que dans quelques années que certains ne soient pas là
et que la maison soit dans la broussaille ou bien qu'elle soit abandonnée. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe réellement. Vous l'avez dit, qu'il y a des problèmes, des batailles liées à l'héritage. Mais moi, c'est pour ça que je tire un coup de chapeau à la famille Kadi. À la famille Kadi, le propriétaire je crois que c'est UCB, si je ne me trompe pas. Mais on n'a même pas ressenti que Kadi est décédé. On n'a pas ressenti. On a même l'impression qu'après le départ de Kadi sur cette terre, les enfants ont même fait croître le capital de l'entreprise. Je pense qu'il y a des boissons qui ont été créées entre-temps par ces enfants. Je dis bravo à la famille Kadi et je pense que la famille Photo devrait s'inspirer des postures de la famille Kadi. Je vais jeter par quelque chose, si vous permettez, Visloye. Je réclame une certaine amitié avec les enfants de Buka Voyage. Alors, ceux qui fréquentent les quelques, je vais pas dire les caves du quartier Oudja, Buka Voyage a 3 enfants. Ils sont toujours, elle a laissé toujours ensemble. Et un jour, je me suis renseigné parce que dans nos familles, nous-mêmes, dans nos propres familles, même le frère avec qui vous avez des liens biologiques, comme on dit au quartier, même père, même mère, l'entente n'est pas toujours au rendez-vous. Mais ces 3 enfants qui sont de mères différentes, ils s'entendent et c'est le jeune frère qui est directeur général de Buka Voyage. Les aînés, quand tu discutes avec eux, ils te disent que Ernest, ça c'est notre petit qui gère. Quand on veut quelque chose là, c'est lui qui nous... Pour parler de manière vraiment comme au quartier, c'est lui qui nous choco. Et moi, je leur ai dit un jour, écoutez, je suis impressionné par cette entente-là entre les frères. Je pense que les gens qui ont beaucoup d'argent doivent pouvoir peut-être partager, parce que je ne sais pas comment les gens vivent. On ne peut pas vivre en attendant que le père meure et bénéficier de ses biens. Merci beaucoup, Ernest Obama. Jean Blaise, j'ai vu Jean-Paul. Jean Blaise, ma bonne arrivée une fois de plus. Merci. Armand Cole dira bonsoir tout à l'heure parce qu'il nous a rejoint. Vous avez vu cette image-là. Ernest parle quand même de Photo Victor. C'est pas n'importe qui. Il a dirigé la mairie de Banjul pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ses enfants sont devant les tribunaux du Cameroun des précédemment du côté de Douala. Le dernier rendez-vous, c'était en février 2026. Il est mort en 2020. On ne sait pas qui est qui. Tout le monde veut gérer les biens. Voilà. Ernest a dit quelque chose, que cette situation pose le problème de l'être et de l'avoir. Moi, je ne suis pas très à l'aise parce que dans chaque famille, il y a des réalités que nous ne pouvons pas apprécier de loin. Et Photo Victor, on peut regretter une grande figure du créateur de richesse. Du milieu économique. Alors, si le débat portait sur les entreprises Fosso, les emplois que les Camerounais risquent de perdre, des choses comme ça, là l'État doit pouvoir intervenir pour sauver les emplois. Mais là, il s'agit d'une richesse privée, une maison. Bon, alors, il faut faire remarquer que nous avons, chacun ici rêve de se faire une grande maison, parce que ça procède et ça participe de notre promotion, voilà, notre prestige. Fosso ne pouvait que construire une maison à la dimension de la grande figure économique des milieux d'affaires qu'il était, mais ce sont aussi ceux qui ont des moyens, de l'argent, qui ont également les moyens d'envoyer des enfants dans les plus grandes écoles, avec pour rêve, in fine, qu'ils réussissent aussi socialement. Mais lorsque ces enfants réussissent socialement, ils ont la capacité de s'offrir des maisons qui ne sont plus au goût de leur père. Alors, ne leur demandez pas de venir habiter là, mais je suis d'accord avec Ernest Obama pour dire que ça pouvait être un sanctuaire familial. Et la famille, même s'ils sont dans des batailles pour liquider la succession, peuvent au moins s'accorder que par prendre une mesure conservatoire pour réhabiliter la maison, la résidence de Fosso, ça peut devenir... Edin a laissé également une résidence comme ça, mais il y a une fondation Edin qui existe, qui essaie de vivre. Fosso n'est pas seul. Ceux qui passent du côté d'Oja voient peut-être la résidence du premier directeur général de la SNH. M. Assoumou. M. Assoumou. Je ne suis pas sûr que ça affiche un visage tellement heureux. Pourtant, lui aussi a laissé des enfants. Donc, un est directeur général d'une société d'État. Bon.
On peut regretter que le nom de Fosso, le grand nom de Fosso soit associé au décombre que nous venons de voir là. C'est regrettable, mais je ne peux pas m'avancer plus que ça dans des sujets qui concernent la vie privée. L'État ne peut pas venir placer sous curatelle. Je parle sous le contrôle d'un juriste qui est là. La curatelle, c'est des biens sans maître, mais les ayants droit de Fosso sont connus. Vous voulez que l'État vienne prendre une propriété privée pour en faire quoi? Je crois qu'il y a tout un processus juridique. Merci. Si Vézé permet en une seconde, je vous remercie de m'avoir rejoint sur la problématique de la voie. Mais je pense que l'État s'est déjà intéressé. La CBC, il me semble que la liquidation est gérée par l'État. Et quand on parle de tous les biens de Fosso Victor, il y a forcément de nombreux Camerounais qui peuvent ou pourraient perdre des emplois. Et au-delà, l'intervention de l'État, elle peut être, comment je vais dire ça? Elle peut être formelle ou alors informelle. L'État peut agir si le préfet, je crois que le départ, Banjul c'est conquis, je me trompe. Voilà, si le préfet d'un conquis convoque les enfants et leur dit, écoutez, je sais que vous êtes en procès, mais cette image, pour votre père, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il représente, j'ai besoin que vous fassiez un effort de restaurer cette maison et de mettre des gens qui peuvent vivre dedans. L'autorité administrative aura la compétence du conseil. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il restera aux enfants Fosso la compétence de la décision. Exactement. Okay. David Ebouto, on est finalement habitué à ce type de situation. C'est-à-dire que si aujourd'hui on présente cette image de l'héritage de Victor Fosso, et notamment de sa principale maison de résidence du côté de Banjul, on a parfois également eu d'autres hommes d'affaires ou encore hommes d'affaires qui, à un moment donné, une fois qu'il n'est plus là, ça crée beaucoup de désordre, les familles se retrouvent devant les juges, etc. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu un véritable testament, peut-être parce qu'on ne veut pas respecter aussi la décision prise par celui qui est le fondateur de ces biens. Je voudrais m'accrocher sur ce que les uns et les autres ont dit sur le sujet pour d'abord reconnaître que je n'ai pas beaucoup d'éléments au plan judiciaire concernant justement les tenants et les aboutissants de cette affaire-là. Mais je peux quand même constater que si on en est à voir ce type d'image, c'est certainement parce que le niveau de violence, n'est-ce pas, dans les relations entre les enfants de feu Michel Fosso Victor, je veux dire, le niveau de violence est tellement avancé que certainement les médiations entretenues jusqu'alors n'ont rien donné. Parce que je n'imagine pas qu'un patriarche comme Fosso Victor n'ait pas eu de grands amis, n'est-ce pas, qui peut-être font office même de frères pour lui, et donc les enfants connaissent, c'est-à-dire que chacun de nous vient d'une famille et on sait très bien que papa, maman peuvent avoir des amis qui font office de frères, de tantes, et sur lesquels on peut recourir quand il y a un problème profond dans la famille. Donc je crois qu'il y a eu plusieurs médiations. Médiation au plan familial, médiation professionnelle, médiation dans la société, médiation à un certain niveau de l'État. Mais je crois que si ces médiations ont buté, c'est parce que le niveau d'animosité doit être tel que ces images sont l'expression la plus aboutie, n'est-ce pas, du désastre qu'il y a dans cette famille-là, où on retrouve des frères et ceux qui ne se disent plus rien. Nous, on a souvent lu des choses très graves dans cette famille-là, sur les réseaux sociaux, concernant telle sœur qui interdit pratiquement à telle autre de mettre les pieds à tel endroit, et ainsi de suite. Donc, je crois que ce n'est pas faute de médiation qu'on en est là. C'est pour cela que je peux plutôt, modestement, tirer des leçons de ce genre de tristes événements que nous voyons. De notre vivant, nous devons nous efforcer au mieux à arranger ce qui est arrangé pour que nous ne laissions pas notre progéniture dans un certain désordre, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose qui, moi, m'a souvent intrigué et dont un patriarche a attiré mon attention il y a quelques jours. J'ai quand même remarqué qu'il y a un nombre impressionnant, quand on va à l'intérieur du pays, il y a un nombre impressionnant de maisons inhabitées que l'on rencontre et qui finissent par tomber sous la vétusté parce qu'il n'y a pas de personne. Il n'y a personne, on vous dit oui, la maison avait été construite par un ancien riche qui était là, c'était telle autorité, mais le type, de son vivant, a tellement bien placé ses enfants, a voulu une meilleure éducation pour sa progéniture, les a envoyés aux États-Unis, en France, un peu de partout.
Ces derniers, rattrapés par la modernité, le modernisme, si vous voulez, ils se disent, ok, qu'est-ce qu'on va faire au Cameroun? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, quand vous voyez ce type de maison, l'entretien mensuel peut revenir à combien? L'entretien mensuel, franchement, avec nos salaires que nous connaissons. Mais si on est 120 enfants reconnus. Cela commence. Vous voyez bien que je suis un fil conducteur. C'est-à-dire que dans mon esprit, j'ai commencé quelque part en vous disant que ce n'est pas faute de médiation. Parce que s'il y avait eu une médiation aboutie, au plan familial, sociétal, au niveau de l'État, et même judiciaire, forcément, il y aurait quelques-uns qui se seraient mis ensemble pour, n'est-ce pas, mettre de l'ordre au niveau de la maison. Mais il me semble que les dégâts sont tellement importants que nous ne voyons que l'expression aboutie du malaise qu'il y a dans la famille. C'est pour cela que moi, j'insiste là-dessus. Nous, en regardant ça, nous tirons des leçons. Nous nous disons, ok, si aujourd'hui, Dieu nous fait grâce en nous bénissant un peu, nous n'allons pas verser dans l'extravagance. Moi, j'ai ma petite maison au village, quelques chambres là. Donc, vous avez beaucoup de moyens. Non, écoutez. Vous êtes un puissant homme d'affaires. La beauté ou le luxe n'est pas forcément dans l'extravagance. Moi, je connais des maisons somptueuses, mais qui sont faites dans une simplicité qui attire, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai toujours été impressionné quand je vais à l'ouest. Des barrières à n'en plus finir. À n'en plus finir. Étalées à des kilomètres. Et la question qui revient toujours quand je regarde ça, je me dis, bon Dieu, ça va se passer comment quand ce monsieur ne sera plus là? L'entretien, avec nos salaires que nous connaissons. Ces gens-là qui ont certainement des responsabilités et qui font de leur famille ailleurs, et qui sont éparpillés en Australie, un peu de partout et tout. Je n'imagine pas que tous les 120 enfants dont vous nous avez fait état du nombre tout à l'heure sont forcément dans les milieux financiers. Il y en a certainement qui se retrouvent dans les milieux administratifs. Donc, je n'imagine pas que beaucoup auront la volonté de se mettre ensemble à 2, à 3, à 4 pour dégager un peu de dîmes de leurs revenus financiers pour aller entretenir une maison. Parce que ce serait pour eux comme de l'argent jeté en brousse. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que nous, qui voulons bâtir quelque chose de remarquable et laisser à la mémoire collective quelque chose de traçable, nous disons vraiment, sachons mesure garder. Merci. N'est-ce pas? Faisons des choses à la limite qui peuvent ne pas plonger notre progéniture dans les dédales qui feraient que notre nom pourrait finalement se retrouver en train de faire l'objet des controverses. Merci beaucoup à Dr David Eboutou. Armand Cole nous a rejoint. Bonsoir Armand. Bonsoir Wesley. On sait que ça n'a pas été évident. Non, absolument pas. Je préfère même qu'on ne s'y étende pas pour que la colère... Vous avez eu crevaison, oui? Je n'ai pas eu crevaison. J'avais une séance de travail à l'Assemblée nationale avec le président Cabral Libye. Je suis parti de l'Assemblée nationale, tenez-vous bien, dans les encablures de 16h15. Vous n'imaginez pas le périple de traverser la Poste centrale qui est complètement inondée, traverser les autres quartiers, Lonka, Kélik-Djoa, c'est simplement infernal. J'ai dû user des moyens que vous n'imaginez pas pour arriver. J'ai dû laisser ma teuf-teuf pour prendre... C'est quoi la teuf-teuf? Ah, vous êtes venu en moto alors? J'étais obligé, j'ai appelé celui qui me sert souvent de chauffeur. J'espère que d'ici avant la fin de l'émission, ça va arriver avec ma vieille Gembad. Non, Gembad, au moins vous connaissez, non? Pas arrêter aussi cette modestie là. Vous n'allez pas nous faire du David Eboutou qui estime qu'ici il a beaucoup d'argent. Il va se construire un petit appartement de 3 chambres pour éviter qu'il y ait des batailles. Non, j'ai pris le débat en cours, c'est vrai. Mais je crois que David fait un peu insulte à Victor Focho. Je pense que chacun de nous ici connaît l'histoire, du moins celle qui nous est racontée. On a appris que Focho Victor il est parti de la banane à vendre les arachides. Ah, les arachides avant les bananes. Et qu'il est allé progressivement jusqu'à être multimilliardaire. Donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a bâti un empire en commençant par vendre les arachides de ne pas à un moment donné prendre la revanche avec la vie. Voyons, j'aime souvent à le raconter. Quand je commençais ce métier en 2004, j'avais très exactement un costume et demi. Et demi parce que le deuxième costume s'était brûlé quand je le repassais. J'avais 2 costumes et demi, j'avais exactement 3 chemises et j'essayais le maximum possible de permuter. Évidemment, ça ne trompait pas l'œil des personnes intelligentes. Et donc, quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent, ce que j'ai fait, justement, c'est que j'ai essayé de fournir ma garde-robe. C'est-à-dire,
autant j'avais des difficultés au début, quand j'avais déjà marié le costume et demi et les 3 chemises, autant j'avais des difficultés à le faire, autant j'en avais quand j'avais déjà une garde-robe fournie. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer? J'essaie de dire que si l'histoire qui nous est contée de Photo Victor est authentique, convenez avec moi que ce n'est même pas aussi extravagant la résidence principale qu'on nous montre. Et quand même, oui, soit, non, j'ai été là-bas. Non, j'ai visité ça. Vous n'allez donc pas me dire qu'un monsieur qui a bâti un empire comme celui-là, que les enfants ne parviennent pas à sanctuariser cette résidence. Ça devait être le lieu par excellence où on vient se recueillir, où on vient à l'arbre à palabre, où on vient se souvenir de l'homme, où on vient chaque année même pour célébrer la mémoire de l'homme. Il se trouve que c'est les litiges intrafamiliaux qui sont à la solde de cela. Et l'état de la résidence principale du bâtisseur doit vous renseigner sur l'état de fonctionnement et de management des entreprises qu'il a laissées. Mais ça pose une autre question que je veux formuler sous forme de problématique. C'est comment les hommes d'affaires au Cameroun s'enrichissent-ils? Oui, parce que si c'est le fruit des efforts de quelqu'un qui a commencé avant les arachides, c'est-à-dire qui a bataillé dur pour arriver là, ça veut dire que le pécule a une valeur d'un symbole tellement important que, même parti, il aurait dû prendre les dispositions pour que, après son départ, que ce ne soit pas le déluge. Or, ce qu'on vous compte des hommes d'affaires au Cameroun, c'est que par des moyens de passe-passe, je crois savoir, on nous raconte que feu le professeur Joseph Owona est celui qui a bâti un certain nombre de milliardaires qui aujourd'hui nous en mettent plein les yeux. Donc, les milliardaires, de toutes les façons, je ne remets pas en cause le travail acharné qu'a fourni Photo Victor, le nombre d'enfants qu'il a, le nombre d'intellectuels qu'il a pu ségréguer. D'ailleurs, il se dit, à un moment donné, on nous présentait Yves Michel Photo comme l'un des plus intelligents de ses fils. Mais on a bien compris que Photo Victor, qui lui n'avait pas poussé loin les études, a quand même réussi à créer des intelligences au sein de sa progéniture. Donc, je pense que le visage que nous renvoie cette résidence est un visage hideux. Je souscris à la proposition que fait Ernest Obama dans le cadre de la médiation, c'est-à-dire l'État pourrait utiliser certains de ces cadres pour faire la médiation. L'histoire raconte que au plus fort de la crise à la South Media Corporation, le ministre mutation, pour que tout le monde comprenne. Oui, la South Media Corporation qui compte éditeur de mutation. Mutation. Le professeur Ebenezer John Mollet, ci-devant, ministre de la communication à l'époque, a dû utiliser un certain nombre de figures, des figures parmi lesquelles James Robiono, afin qu'il fasse asseoir les différents protagonistes. Il y avait à l'époque Ayama, Aman Mana et bien d'autres, et que c'est même ce qui lui avait valu le poste, parce que on avait dû le convoquer à la présidence pour lui demander de quoi je me mêle. Ça te concerne en quoi? Ce journal est contre le régime. À quoi est-ce que ça t'intéresse que le journal ne meurt pas? Laisse le journal mourir de sa belle mort. Comme pour dire effectivement que les pouvoirs publics, compte tenu de ce qu'a représenté Photo Victor, il se dit, je ne sais pas jusqu'où l'information est authentique, qu'en 93, lorsque le régime de Yaoundé est très mal en point et qu'il ne peut pas assurer les salaires, qu'on avait fait recours à Photo Victor et qu'il avait dû puiser dans ses réserves pour faciliter le paiement des salaires. Et il se dit également que c'est fort de cette amitié que son fils Yves Michel Photo n'est pas rapidement allé en prison, que c'est à cause de
ça dit ostentatoire, mais finalement, j'arrive en retard. Les gars ont déjà parlé pendant longtemps. Je vais à peine prendre la parole. Vous voulez déjà me la retirer. Allez-y, moi je suis qui? Vous avez terminé? J'ai terminé. Parce que nous voulons découvrir votre chronique politique. Hein. C'est vous le patron. Merci d'être là ce soir. Je suis le seul à n'avoir pas de cravate. Normal donc que je sois marginalisé sur le plateau. Ça, je l'ai compris. Voici la chronique politique de Armand Okol, mesdames et messieurs, après avoir parlé de la crise de l'héritage au sein de la famille Foto-Victor, en rappelant également que cette situation est placée sous administration séquestrée par le tribunal, séquestre autant pour moi, par le tribunal de première instance de Banjul. Voici la chronique politique de Armand Okol. Armand Okol est bel et bien présent sur ce plateau ce soir. Mesdames et messieurs, tenez-vous tranquilles. Nous allons parler de la situation du côté de Douala. On va dire que le torchon brûle entre le gouverneur du littoral et le préfet du Vouré. Vous avez certainement vu cette image qui a fait le tour, cette poignée de main manquée par certains, ou encore un geste normal par d'autres. Mais Armand Okol, en découvrant votre chronique politique ce soir, je m'en vais vous pour bonsoir déjà. Ça va, vous êtes OK? Bon, on peut lancer. Je suis un soldat. Vous êtes opérationnel là. Je suis un soldat. Vous n'êtes pas en train de poser la question. Vous êtes en train de poser la question si finalement on a récupéré votre véhicule quand même. Hein? C'est pas important. OK, c'est pas important. Le rendez-vous avec les téléspectateurs, c'est le véritable contrat qu'on signe, et on a coutume de dire qu'en journalisme, il ne pleut, il ne neige, il ne vente pas. Donc, on ne justifie pas le retard en journalisme. Quand le journal est à 20h, vous n'arrivez pas à 20h25 pour dire, écoutez, ma femme m'a tourné le dos, c'est pour ça que je suis arrivé à cette heure-là. Et d'ailleurs, on sait que vous êtes un grand professionnel. Mais que s'est-il réellement passé entre le gouverneur du littoral et le préfet du Vouré? Écoutez, il se passe que les deux hommes sont à couteau tiré, que je vous le dise. À l'origine de la crise entre le gouverneur et le préfet, il faut dire que dans une correspondance datée du 14 avril 2026, le préfet du Vouré, Marie-Sila Kouvogo, fait savoir que cette tension trouve son origine dans un problème foncier au lieu-dit Japouma Bakoko, portant sur une occupation litigieuse du domaine public routier d'une superficie de 4000 m2 et accuse le gouverneur Dieudonné Iva Adibois d'orchestrer une machination contre lui. Alors la correspondance est là, le préfet du département du Vouré qui adresse la correspondance, tenez-vous bien, à monsieur le ministre de l'administration territoriale. L'objet, c'est la cabale contre le préfet relative à l'occupation d'une dépendance du domaine public. Et dans la correspondance, il fait savoir, quelque part, vous allez le lire, que au sujet d'une fictive spoliation du domaine public, au lieu dit Japouma Bakoko, sont passés ce jour à mon bureau pour me faire part de cette haute machination savamment orchestrée par le gouverneur de la région du littoral et c'est sa fidèle contre ma modeste personne. Il continue en disant que le gouverneur, profitant du dernier passage, il y a 2 semaines à l'aéroport international de Douala, le gouverneur de la région du littoral, prétextant soutenir le chef canton Bakoko quand le préfet a, écoutez bien, réuni les chefs du Ngondo pour leur demander d'écrire un pamphlet contre ma personne. Il y a à peine une semaine, dit-il, je vous ai fait tenir un rapport détaillé, comme pour dire que avant cette correspondance, il avait déjà envoyé un document détaillé. Ça, c'est pour ce qui concerne l'origine de la crise et comme on l'a vu dans la correspondance tout à l'heure, le préfet indexe, on va le voir dans le prochain, le préfet indexe le gouverneur comme étant le principal auteur de la cabale en rappelant effectivement que les chefs Sawa avaient été mis à contribution pour écrire un pamphlet contre lui. Alors si vous dites aujourd'hui que le préfet dans sa correspondance indexe le gouverneur en ce qui concerne ces situations, sauf qu'il y a eu en notre communiqué rendu public il y a quelques jours, sont les chefs Sawa qui bottent en touche les accusations du préfet et considèrent le préfet comme étant un homme à problème. Tout à fait, et on va le voir tout à l'heure dans la correspondance que les chefs Sawa ont rédigée. Alors, à l'attention de monsieur le ministre de l'administration territoriale, c'est bien
signé Ngondo, Assemblée traditionnelle du peuple Sawa. C'est une dénonciation à la suite de la correspondance du 14 avril du préfet du département du Vouri. Alors, plus concrètement, il ressort que nous sommes passés à son bureau, lui faire part de la machination orchestrée. Il rappelle ce que le préfet dit, qu'il souhaite qu'une enquête officielle soit ouverte afin de faire toute la lumière sur ce problème. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, en réaction, nous aurions pu nous passer de réagir à cette correspondance, dit le chef, si elle ne contenait pas des insinuations et des expressions outrageantes et irrespectueuses à notre endroit, en nous faisant passer pour un certain nombre de personnes. C'est ce qu'ils disent. On va aller au dernier document. Et pour résumer en fait ce que disent les chefs Sawa, nous serons à toute notre aise qu'une enquête officielle soit effectivement ouverte à l'effet de permettre la manifestation de la vérité dans cette affaire, enquête que nous appelons de tous nos voeux et souhaitons la plus inclusive possible et non pas menée par une commission ad hoc que le préfet département du Vouri avait indiqué avoir mis sur pied pour gérer ce conflit et dont le rapport lui a déjà été communiqué sans que nous ne sachions très bien ni quand ni où ces travaux se sont déroulés ainsi que les personnes entendues. Alors pour vous résumer ce que disent les chefs Sawa en deux petits tableaux, la suite s'il vous plaît, vous allez comprendre que ce que les chefs Sawa disent en réalité c'est que depuis que le nouveau préfet est là, il est là depuis environ 2 ans, oui, et bien que c'est lui qui est le fauteur de troubles et que vraiment le ministre de l'administration territoriale devrait plutôt, ils sont même pour qu'on ouvre une enquête. Alors nous étions du côté de Bessengue, je crois que c'est la place des fêtes du côté... Exactement. Bessengue. On célébrait notamment l'unité nationale et on va dire que c'est ce jour-là que la crise a finalement atteint son paroxysme. Alors vous allez le voir sur les images, croyez-moi c'est inédit. On voit très peu de fois que deux autorités administratives en arrivent à cela. Le gouverneur de la région du littoral arrive peu avant le défilé. Il fait naturellement la revue des troupes et salue les personnalités. Et vous allez le voir, il va royalement ignorer le préfet qui lui a pourtant fait le salut militaire. Day in the city of Douala, traditional. The National Unity Day celebration in Wuri division of the Littoral region was a memorable day in the city of Douala, traditional. Alors ça s'appelle snobé. En fait, je crois que le mot snobé a été créé pour ce genre d'affaires. Vous voyez bien le gouverneur qui arrive, le préfet est positionné, le préfet lui a fait le salut militaire et que fait le gouverneur? Il lui dit, c'est tellement dans son esprit, toi là tu crois que je vais te saluer, et il salue les autres personnalités, il s'en va. Croyez-moi, dans l'histoire de la territoriale au Cameroun, on a rarement vu pareille scène. D'ailleurs, il est dit dans l'administration, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de collaborer. On est obligé de collaborer. Et au final, on devrait en principe tirer quelques leçons de ce qui peut être présenté comme une brouille administrative. Des leçons, on peut en tirer. La première leçon, c'est effectivement que le domaine de l'État, en ce qui concerne les terres, divise. Parce que là-dedans, vous imaginez, il y a suffisamment de transporteurs. Et là, ce qui paraît le plus en vue, c'est que, eh bien, le gouverneur de la région du littoral et le préfet du département du Vouri ne s'entendent pas. Il va falloir aller maintenant dans les interactions. Peut-être ne le savez-vous pas, mais le préfet du département du Vouri, qui est un digne fils du Sud, si devant beau-frère, le préfet. Non, le préfet il est Vaudoula, qui? Non, le préfet n'est pas de Vaudoula, le préfet. C'est le gouverneur qui est du Sud. Le gouverneur est du Sud. Océan. Non, voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'épouse, oui. l'épouse du préfet du Vouri est je crois que je m'emballe un peu, l'épouse du ministre de l'administration territoriale, voilà, j'y arrive, est originaire de Tchangé, et Tchangé se trouve exactement dans le sud. Elle a des liens
très étroit avec monsieur le préfet du Vouri. Ça peut paraître anodin, ça peut ne pas avoir des liens directs, mais pour que le préfet du département du Vouri prenne sur lui de saisir le ministre de l'administration territoriale et de s'en prendre aussi vertement au gouverneur de la région du littoral, il faut bien qu'il ait les pieds sur terre, il faut bien qu'il sache exactement sur quoi compter. Et il se trouve que les mêmes problèmes qui se trouvent aujourd'hui à Bakoko se sont trouvés également sur le terrain appartenant au port autonome de Douala. Et là-dessus, le gouverneur avait déjà été indexé, tout comme il avait été indexé dans les problèmes des terres qui avaient amené les chefs Sawa à se soulever. Donc, de toutes les façons, on est là face à un conflit qui n'a pas sa raison d'être, surtout qu'aujourd'hui, il n'est plus seulement un conflit qui se mène en sourdine, il est sur la place publique. Vivement que le ministre de l'administration territoriale et sa haute hiérarchie mettent un terme le plus rapidement possible à cette crise qui n'honore ni monsieur le gouverneur et encore moins monsieur le préfet. Alléluia. Amen. Merci à vous encore pour toutes ces explications. Alors, David et vous tous, vous avez suivi de près cette actualité. Et d'ailleurs, Armand nous a relaté les faits. Et il est clair, et c'est simple, on n'est pas obligé de s'aimer, on est obligé de collaborer, surtout quand on est tous dans la même administration. Oui, c'est vrai. Je n'aurais pas fait mieux qu'Armand pour nous faire le résumé de cette situation assez particulière. C'est quand même deux autorités prééminentes du littoral, de la ville de Douala, du Vouri, qui ont présenté ce spectacle presque dégoûtant à l'attention de ceux qui étaient là, mais également de ceux qui ont regardé les images. Quand on arrive à ce niveau, je crois que c'est révélateur d'un malaise très profond. Voir tout un gouverneur, patron de toute une région, qui arrive sur une place de fête et qui retrouve son principal collaborateur, qui n'est même pas fondu dans les rangs. C'est le premier qui vous accueille et refuser de lui tendre sa main. Cela révèle tout le malheur, tout le malaise profond qu'il y a entre les deux hommes. On se serait attendu que le patron de la territoriale, monsieur le ministre de l'administration territoriale, la Tangandji, réagisse. Depuis lors, on n'a pas vu de sortie. La réaction se fait quoi exactement? Est-ce qu'en interne, vous n'êtes pas sûr qu'on essaie d'avoir des communications, d'essayer d'écouter les différents responsables? Écoutez, l'opinion nationale qui regarde cette affaire, n'est-ce pas, se retourne vers les patrons de ces gens-là. Et l'opinion se dit, ok, on attend maintenant de voir s'il y aura une réaction. Parce que vous savez, il faut parfois prendre ce genre de cas qui sont des cas peut-être périphériques, mais qui peuvent expliquer, qui peuvent avoir une explication dans un cadre beaucoup plus macro. Nous sommes, je voulais rappeler un prologue de cette émission, que notre pays traverse un moment assez sensible de son histoire. Aujourd'hui, vous écoutez tout ce qui s'est dit, on dit que le président n'est plus là, il est fatigué, il gère par procuration, sont les autres qui sont là, et ainsi de suite. Quand on vit ce genre de situation, cela peut venir conforter ceux qui pensent effectivement que le pays n'est plus géré. Il y en a effectivement qui peuvent trouver du grand à moudre et se dire, voyez-vous, il n'y aura pas de réaction parce que là où les choses essayent de fonctionner un peu normalement, il y aurait eu un rappel à l'ordre immédiatement. On ne parle pas d'un gouverneur d'une région périphérique. Nous parlons là de la capitale économique du Cameroun, n'est-ce pas? De la capitale économique du Cameroun, qui a, et le patron de cette région-là, se met en conflit ouvert avec son principal collaborateur. Et on nous présente de telles images, et plusieurs semaines après, il n'y a pas de réaction, ça peut interroger. Et donc, pour qu'on ne se retrouve pas dans des débats où l'on va nous rappeler qu'en réalité, c'est parce que l'hégémon central n'est plus là. Mais là, il y a des accusations formelles, c'est-à-dire que le préfet pointe du doigt le gouverneur en parlant de ces 4000 mètres carrés du côté de Japoma, Bakoko. Mais sauf que, à la lecture des correspondances qu'on nous a présentées, on a bien l'impression que les patrons des communautés, c'est-à-dire que la communauté Sawa, j'ai vu le communiqué, la communauté Sawa, elle est plutôt derrière monsieur le gouverneur. Tout à fait. Voilà. Alors, donc ça vient rééquilibrer les choses. Est-ce que Seyyak Mbogo avait raison de s'en prendre aussi vertement à son patron, alors que
le problème querellé, on a plutôt l'impression que ceux qui devraient avoir mot à dire sur la question foncière, eux, ils sont plutôt derrière son patron. Alors là, ça nous amène à nous interroger. Merci. Alors, monsieur Mba, sur cette question également, on se dit c'est de l'administration, c'est vrai, mais quand on a déjà des correspondances par personne interposées, etc., ça peut créer encore plus de tension? Créer plus de tension au-dessus de ce que nous venons de voir là. Ils font ça quand le Cameroun est en train de commémorer la fête de l'unité nationale. Ouais. Et les patrons de la territoriale nous montrent la division. Mais c'est quel message? C'est très grave. Que la territoriale, que le patron, que personne ne réagisse depuis que ça s'est passé, étonne et interroge. Le jour où le Cameroun célèbre la fête de l'unité nationale, les figures de l'administration, de l'État, nous montrent qu'il n'y a pas unité. Vous le dites que certaines personnalités parlent de l'unité juste de bouche, mais dans les faits, c'est pas réel. Peut-être que le gouverneur, comme on nous dit qu'il est bon et gain, là, lui ne veut pas vivre dans une fausse unité. Donc, il ne veut pas sauver les apparences, mais il fait là une mauvaise gestion de son intelligence émotionnelle. Même si vous avez des affaires, ce n'est pas ici qu'il faut venir afficher ça. Et moi, parce que les gens semblent dire que c'est le préfet qui charge en premier. Mais moi, à bien lire la correspondance du préfet, quand il parle de cabale contre ma personne, on a presque l'impression qu'il donne sa version des faits contre un sujet sur lequel des explications lui ont été expressément demandées. Évidemment, on peut questionner le style, c'est pas très administratif, je devrais être presbytérien, etc., etc. Il ramène ça là. Les correspondances administratives sont par nature impersonnelles. Bon, alors, donc en riposte, et il dit bien que à l'arrivée à l'aéroport de Douala, il a réuni les chefs Ngondo pour charger encore contre moi. Bon, je parle un peu simplement, pour charger contre moi. Et les mêmes chefs confirment effectivement qu'ils sont de connivence avec le gouverneur, et c'est eux qui ripostent, puisque le gouverneur ne peut pas directement écrire pour se défendre. Ils sous-traitent la cause à ces mêmes chefs-là, il vous a cité, il a parlé de vous dans sa correspondance. Qui sait même si le fond n'est pas venu de la place, c'est assez bien rédigé. Je ne dis pas que les chefs ne savent pas le faire. Donc, mais c'est malheureux. C'est un spectacle malheureux. Ils n'avaient pas à nous présenter ça, leurs états d'âme, le jour où le Cameroun célèbre. Et ils sont dans la grande tenue d'État. Et ils font ça. Donc, alors, Ernest, sur cette question, est-ce qu'à un moment donné, on a écouté David, on écoute également Blaise sur cette question en disant on devrait peut-être avoir des réactions de l'administration territoriale. Et si rien n'est fait, certains pourront dire on vous dit que ce pays n'est plus dirigé. Écoutez, je ne suis pas très d'accord avec M. Mba sur le fait qu'il pense que le préfet a mal géré les émotions. Le gouverneur. Le gouverneur, autant pour moi. Je pense plutôt que le gouverneur a voulu poser un acte public pour que l'administration réagisse rapidement. C'est de l'intelligence qui va au-delà de l'émotion, à mon humble avis. Avant de poser un commentaire sur ce qui se passe à Douala, je voulais d'abord m'interroger sur la désacralisation de l'État. Moi, j'ai grandi au village Visloye. Le sous-préfet, c'est Ngomna. C'est-à-dire que la valeur du... Je ne parle même pas encore du préfet, hein. Quand le sous-préfet doit arriver dans un village, tout s'arrête. Il y avait un respect, je ne sais pas comment je peux apodictique, souverain du sous-préfet. Rien que le sous-préfet. Ça, c'est la première chose. Je suppose que si les populations locales, dans mon village, respectaient autant le sous-préfet a l'obligation de respecter le préfet. Le préfet a l'obligation de respecter le gouverneur. Quand j'ai dit ça, je l'ai dit ici il y a peut-être 2 ou 3 semaines. J'ai l'impression que les gens vivent au Cameroun, travaillent avec le président Biamene, font un effort surréaliste de ne pas le connaître. Monsieur le préfet du Vouri, vous allez perdre le combat. Ah, mais non. Il va le perdre. Le président Biya donne toujours raison à celui qui est au-dessus. Toujours. Le ministre Atangadji ne peut pas arbitrer ces conflits-là. Et c'est peut-être pour ça que le préfet a fait exprès de créer un incident public pour que le gouverneur, pour que les services de renseignement fassent leur travail et que le dossier arrive sur la table du chef de l'État. Mais
pas toujours. Hein. Tu sais qu'à Paris, par exemple, l'ambassadeur avait le percepteur. C'est le percepteur qui a eu raison de l'ambassadeur. Attention, le percepteur, si vous voulez, le percepteur de Paris, ce n'est pas, on n'est pas dans la même logique, hein. Oui, mais non, on n'est pas, non, attention, l'ambassadeur. le percepteur de Paris, c'est quand même le percepteur de Paris. Il est plus- Si on sait tous de qui on parle, il est plus fort que je l'ambassadeur. préfère ne pas m'aventurer dans cette affaire-là. Le percepteur de Paris, c'est le percepteur de Paris. Non, Monsieur revenons, Ocon. revenons. Maintenant, pour revenir à l'affaire, tous les conflits que nous avons enregistrés au Cameroun, pour ceux qui s'intéressent pas à la vie publique au Cameroun, régulièrement, c'est le subalterne qui paie. Parce que la malchance que ceux qui sont dans l'administration ont au Cameroun, c'est que le président Biya connaît l'administration. Il ne peut pas permettre qu'un subalterne marche sur un supérieur hiérarchique. Et moi, je ne connais pas le préfet, ce préfet-là qui vient des Bolova, apparemment. Je connais un peu le gouverneur. Syriac Marim. Et monsieur Mba a bien fait de rappeler que le gouverneur est dans les églises de réveil. Et nous savons tous ce qui caractérise ceux qui sont dans les églises de réveil. C'est la probité, c'est l'intégrité, c'est le sérieux. Moi, j'ai pratiqué un peu le gouverneur quand j'étais à la Fédération camerounaise de football. Même quand j'étais à la Fédération camerounaise de cyclisme, c'était un grand monsieur. Depuis 2015, il a remplacé Betty Assomon dans la région du littoral. Il a été également, je crois, à l'ouest et à l'est du Cameroun. Monsieur Diva Dubois, c'est un grand monsieur. Je ne comprends pas comment un préfet peut se mettre devant son gouverneur. Ce n'est pas possible. Non. La logique administrative à Maokol, quand votre patron prend une décision qui ne vous arrange pas, vous vous pliez en quatre. Vous vous pliez en quatre et l'administration, vous pensez qu'on a toujours raison? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a un aîné qui m'a reçu. Il est ministre de souveraineté et il m'a dit, monsieur Obama, le pouvoir au Cameroun est entre les mains d'une personne. Il m'a montré la photo du chef de l'État de Rome. C'est lui le patron. Nous, on n'a que les petits, les miettes de pouvoir. Ernest. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit celui sur qui compte le préfet, il va tomber. Parce que le président de la République ne peut pas accepter qu'on bouscule, qu'on piétine, qu'on marche sur l'honneur d'un gouverneur. Et de sur quoi? Regardez la parole. Oui. Avant d'écouter Armand. Non, avant d'écouter Armand. Oui. Mais le préfet, quand même, il gère tout un département. Oui. Il peut constater quelques faits Oui. et il décide d'agresser un correspondant. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire gouverneur? Le président Biya a un macro-pouvoir. Le gouverneur du littoral, c'est le président de la République du littoral, monsieur. C'est le président. Est-ce qu'on peut me laisser parler là sur ce plateau? Le président de la République du Vouri, c'est le préfet. Non, le président de la République du Vouri, il reçoit les instructions du gouverneur. Le patron, c'est le gouverneur. Vous pensez que les ministres qui reçoivent les instructions, parfois, vous pensez qu'il y a des instructions que le chef d'État peut donner, et parfois le ministre s'y oppose. Je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu, termine par là. Oui. Vous savez pourquoi M. Ambasala a été limogé? M. Ambasala avait raison. Pendant les conseils, ce qui se tient les jeudis là, c'est quoi les conseils le cabinet? M. Ambasala, qui est, moi au Cameroun, parmi les ministres qui ne sont plus en fonction, il y a deux que j'ai retenus qui étaient particulièrement compétents. Je pourrais ajouter un troisième. Il y a Michel Zoua, l'ancien ministre des Sports, que j'ai pratiqué. Il y a M. Ambasala, l'ancien ministre des Travaux publics. Et il y a M. Ngavon, ancien ministre également des Travaux publics. Il est au Cameroun. Je l'ai vu au palais il y a quelques jours. Je ne sais pas où vous prenez vos informations, monsieur Ocon. Terminé, s'il vous plaît. Alors, monsieur Ambasala a passé le temps, il s'est plaint pendant un conseil de cabinet que je ne sais pas ce qu'on veut faire, c'est chaque que je dis. Je vous dis que les stades ont été construits, mais le thème technique, le vocabulaire des travaux publics est un peu pauvre. Les voies d'accès. Les voies d'accès du stade de Limbe, du stade de Limbe ne sont pas prêtes. Mais chaque jeudi, on vient ici, les gens ont estimé qu'il a manqué de respect au Premier ministre. Il a été viré. Mais Ambasala est parmi les meilleurs, les ministres des travaux publics les plus compétents qu'on aura eu dans notre pays, selon ma petite expérience journaliste. C'est pour dire quoi? Merci. Le président Paul Biya, légaliste. Vous connaissez le conflit entre Amama et l'ancien directeur général, l'ancien directeur de, comment il s'appelait encore, Munjana, je crois que c'est Munjana, c'est c'est le président de la République donne toujours raison au supérieur hiérarchique. Merci beaucoup. Même s'il a tort. Merci Ernest. Armand Ocol. Écoutez,
dites ce que vous voulez, monsieur le gouverneur. Si le gouverneur a besoin de servir une image aussi hideuse, Non. pour qu'elle est hideuse, cette image. Non. Et Paul Blaise fait bien de rappeler le contexte de la survenance de cette image. Nous sommes en pleine célébration de la fête de l'unité nationale. Et je l'ai dit tout à l'heure, même si monsieur un peu a mêlé les pédales. On est obligé de collaborer, on n'est pas obligé de s'aimer. Ici, le préfet n'est pas dans sa résidence. Le gouverneur non plus. Ils sont sur la place publique. Donc vous ne comprenez pas le message d'Ernest qui En pleine pense, célébration du 20 mai, je vous dis, qui pense le que gouverneur il a beaucoup voulu d'autres moyens. Il a voulu poser cet acte Le public gouverneur a pour beaucoup que- d'autres pour qu'il y ait des moyens. réactions. Est-ce que vous savez que tous les lundis, le gouverneur réunit l'état-major qui est composé des responsables de la territoriale, des forces de défense et de sécurité, des forces de maintien de l'ordre, et parfois ils associent d'autres figures. Et c'est lui, le gouverneur, qui envoie le bulletin quotidien de renseignement à Yaoundé. Il envoie au MINAT, il envoie au DGSN, il envoie au MINDEF, il envoie au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui est c'était responsable. avant. Non! Aujourd'hui, tout passe par Moulinex. Hein. Il faut que Si vous voulez, mais si vous voulez. Mais l'expérience a montré qu'il y a des voies par lesquelles ces gens parviennent parfois. Dites-moi, vous croyez que si le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, appelle le gouverneur pour lui demander Il va le faire. une information Il va le faire. d'urgence, il va lui dire non, passez par mon ministre, il ne va pas le faire. Pour dire quoi? Pour dire que le gouverneur a tous les moyens possibles d'alerter sur une situation qui le dérange. Sauf que Armand, si Armand me donne une seconde. Je vous donne une seconde que vous m'avez donné une seconde. Mais vous allez reprendre après. Vous avez apporté vous-même un élément qui est primordial. Vous dites qu'il y aurait un lien qui n'est pas familial, je ne sais pas s'il est familial ou pas, mais un lien non formel. C'est-à-dire que entre le sous-préfet, le préfet et quelqu'un, je ne peux pas nommer, moi je connais l'épouse du ministre de l'administration territoriale, c'est une grande sœur que je respecte, que je connais bien. Alors, ce que je veux dire, c'est que si le gouverneur se rend compte que mon subalterne a peut-être un parapluie derrière, et qu'il faut bousculer ce parapluie, et que le gouverneur a déjà fait plusieurs d'autres. Vous savez, l'administration au Cameroun, quand on veut également vous mettre en difficulté, tout ce que vous envoyez en bloc. Je crois que c'est tout ce que vous envoyez en bloc. Alors, non, je voulais. Allez tomber. Je vous pratique depuis un certain nombre d'années. Oui. Je vous pratique davantage dans votre posture de manager. Mais Ernest Obama, je vous ai vu plusieurs fois, que ce soit dans l'ancienne maison ou ici, je vous ai vu parfois ami avec un collaborateur qui vous sort du nez. Plusieurs fois, je vous l'ai vu. Je vous ai vu faire la diplomatie vis-à-vis d'un collaborateur qui est quelque peu gênant. Là, nous sommes dans le cadre d'une collaboration administrative. Et une célébration officielle. Il s'agit, et vous avez bien fait de le dire, du chef de l'État de la région du littoral et du chef de l'État du département de... Non, il n'est pas chef de l'État. Non, il y a un chef. Merci. Non, s'il vous plaît. Non, je voulais, avant que monsieur me prenne la parole, c'est très important. Vous avez donné un exemple, je vous donne un autre exemple. Si tu permets, en quelques secondes, si vous permettez, excusez-moi. Monsieur, permettez, vous allez prendre la parole. Vous avez pris le bon exemple. Et comme vous m'avez cité, je vous prends le bon exemple également. Je venais d'être nommé directeur de Vision 4. Il y a une collaboratrice qui était la nièce de la deuxième femme de mon ancien patron. Et qui venait chaque jour, le lundi, elle ne travaillait pas le week-end, et le lundi, elle débarquait pour dire que non, j'ai pas été là parce que le patron m'a envoyé faire des commissions domestiques. Elle est revenue un lundi, je lui ai dit, madame, allez dire à votre beau-frère, qui est par ailleurs mon patron, que j'ai dit que tu n'entres pas ici. Elle est partie au quartier, se plaindre là-bas, et le patron m'a appelé pour me dire, donnez-lui 2 mois de congé technique. Il y a 2 mois de congé technique. Je vous dis, attention, le gouverneur est peut-être là,
d'envoyer des courriers qui n'arrivent pas. Il n'y a pas de réaction. Il se dit, c'est le moment de poser un acte fort. Un acte fort. David va Il prendre y la a un parole élément également. que vous ne voulez pas Avant de prendre passer à en l'autre compte non sujet. plus dans l'analyse. On Oui. a affaire à un monsieur qui est retraité. Oh. Ah oui. Il n'est pas le seul. Ah, avec non, je le- l'ai Non, dit. il n'est pas le seul. Comparaison Il n'est pas le seul. pas Attendez, attendez, Il n'est pas le seul. ça a un rapport avec Même le prophète- geste. Le prophète est né. Le prophète est né en Est-ce que ça a un 70. rapport avec le Le geste? prophète est né en 70. Ça fait combien de temps? Est-ce Ça que fait ça a un combien? rapport avec le geste? Il va en retraite dans 6 ans. Il va en retraite. Dans 4 ans. Ben oui. Bon, Il va en voilà. retraite alors. Ah, voilà donc autant d'éléments qu'il utilise pour désacraliser le poste de gouverneur. Est-ce que vous faites demander Terminé, à terminé. l'avocat du gouverneur de permettre... Non, je suis dans la vérité. Hein. Le gouverneur est dans la Merci vérité. Ernest. Ah, il ne Gisèle Oyer. va pas s'arrêter. Hein, si vous ne passez pas Il par n'est la Non, pas après, c'est- possible que le gouverneur qui représente le président de la République, le gouvernement, l'administration, arrive à la place de fait, Merci. snobe le préfet comme il l'a fait. On peut donc comprendre la raison pour laquelle le préfet, estimant que le gouverneur n'a pas suffisamment de hauteur, il n'a pas de pondération, il n'a pas de tempérance. Le geste qu'il a fait prouve qu'il n'a pas de Est-ce tempérance. qu'un administrateur Merci civil encore. parle même d'abord comme ça? Merci beaucoup. Non, mais ça a une tempérance. Vous écrivez Paul au ministre de l'Administration territoriale. Paul Blaise. Ça, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux ça. Paul Blaise. Non. Paul Blaise, s'il Merci, vous plaît. Paul merci. Blaise. D'abord, je voudrais, et je maintiens, Oui. que le gouverneur a fait là preuve d'une mauvaise gestion de son intelligence émotionnelle. Et ce n'est pas la première fois. Ah non. Ce monsieur est gouverneur à Douala, et on est au début de Boko Haram et tout ça là. Et des grévistes de l'ancien vers la SDP la font sauter une bonbonne de gaz. Le gouverneur se rend sur le lieu à chaud. Il dit que le Boko Haram, les terroristes sont déjà à Douala. Nous sommes à Douala. Nous sommes là à un jet de pierre du plus grand marché d'Afrique centrale. Et le patron de la ville ose dire que les terroristes... Mais l'administration ne parle pas n'importe comment. Pas du tout. Mais- C'était Il y avait certaines informations aussi. Quelles Il a dit informations? qu'il avait des il informations. avait été entendu sur le sujet, finalement, où sont les terroristes qu'il avait donc annoncé à Douala. Ils sont et puis on s'est rendu compte que c'est des grévistes qui ont fait péter une bonbonne. Mais attention, monsieur Mba. Monsieur Mba, vous pensez que un gréviste qui fait sauter une bonbonne de gaz, il est quoi? Mais- C'est un terroriste, monsieur. Non, mais... C'est un terroriste. Pour moi, c'est un terroriste. Il n'y a rien à faire. Paul Blaise, Paul Blaise, Non, Paul je ne Blaise. suis pas d'accord. Le gouverneur était dans son plein droit. Pendant que le Cameroun est menacé à ses frontières, ceux qui doivent rassurer sont des figures de l'État, le représentant du président, du gouvernement et de chacun des ministres. Dans la Merci. région, c'est le gouverneur. Le préfet est la même chose dans le département. Il ne faut pas qu'on... Ces rôles-là ne changent pas parce que tous habitent dans la même ville. Mais il y a la hiérarchie au-delà de tout. il y a la hiérarchie. M. Nzana en Konsamba est le représentant du chef de l'État, du gouvernement et de chacun des ministres. Qui est le Dans patron? Congo. Mais Qui est le patron? il y a une hiérarchie. Donc, le chef de terre à Douala dans le Vouri est le préfet. Merci. Qui est le patron? Merci Paul Blaise. Non. Et Terminé, puis, terminé. je voulais terminer en disant que le Paul Biya qui arbitre en donnant toujours raison au chef ne sait pas toujours vérifier. Il peut aussi renvoyer les deux. Donc, l'exemple que vous avez emprunté tout à l'heure est précisément l'exemple de Linus Menzana et Angwen, ministre de la fonction. Oui, Angwen, oui. Merci, Oui, avec merci Angwen. beaucoup. Dernière Oui. question avant de prendre la direction de Dakar au Sénégal. A besoin d'être assaini. Douala est une ville Mais sensible. les deux sont partis. Il y a un qui est revenu. Hein. Monsieur Angwen est secrétaire conseiller technique numéro 1 au ministère de la Justice. Excusez du peu. C'est une promotion. Merci. Non, on passe comme ça, David, non, permettez-moi de poser la question. Je ne sais pas, il est revenu. Non, quand même, non. David, Mais parlons voilà. d'autre chose. Avant de parler de ce qui se passe au Sénégal, mais David, finalement au Cameroun, je me rappelle, j'ai écouté, je cherche le nom de la personnalité, c'est une personnalité politique qui parlait en disant que le Cameroun peut être source de beaucoup de problèmes, de conflits liés aux questions de terre finalement, hein, parce que là on parle de pratiquement 4000 mètres carrés, et j'écoutais cet opposant en disant, faites attention dans nos quartiers également, les gens s'entretuent parce qu'on revendique la terre, etc. C'est un problème très sérieux là. Beaucoup d'experts disent que le foncier fera l'objet de beaucoup de crises dans notre pays dans les années à venir. Regardez ce qui se passe en termes de distribution de titres fonciers, par exemple. Ce document n'est plus sécurisé.
vous pouvez obtenir vos titres fonciers le matin et à midi on vous le retire. C'est des faits, hein. Allez-y au MINCAF. Quand vous savez que le titre foncier, c'était quand même un document bancable qui peut vous permettre de faire un certain nombre de choses. Donc, si on n'arrive même plus à sécuriser ce type de document stratégique, ça veut dire que l'État, quelque part, est en train de faillir. Il faut faire très attention parce que ce que Blaise et Armand disent est très pertinent. L'image que les deux autres personnalités, les principales personnalités prééminentes de la ville de Douala ont renvoyée n'est pas bonne. Il y avait ce jour-là de hautes personnalités des services d'intelligence extérieure qui étaient dans les tribunes et qui regardaient cette image-là. Vous n'imaginez pas le type de rapport qu'ils ont fait au niveau de leur chancellerie, n'est-ce pas? Et vous n'imaginez pas l'impact que cela peut avoir au niveau des investisseurs qui peuvent chercher à savoir si le Cameroun est un pays fiable. Parce qu'en réalité, c'est par là qu'on jauge en réalité si un pays est fiable, s'il présente un certain nombre de garanties. Mais ce type d'image n'est pas pour arranger les choses. C'est pour cela d'ailleurs que je pense que pour aller un peu plus vite, il faut que les patrons de la territoriale rappellent à l'ordre ceux qui nous ont produit ce spectacle hideux. Il faut qu'il y ait une réaction. Il faut absolument une réaction. Parce que cela y va même de l'image, de la perception qu'on donne de notre État. L'État ne doit pas projeter une image faillible. L'État ne doit pas renvoyer dans la mémoire collective, dans l'opinion internationale, l'image de quelque chose qui balbutie. Il faut absolument qu'on rappelle à l'ordre les deux responsables. Moi, je suis, si vous voulez, par exemple, une réponse sentencieuse, je suis pour qu'on rappelle à l'ordre les deux. Je ne fais pas de rappel à l'ordre, je suis un peu gentil. En réalité, qu'on vire les deux messieurs qui nous ont Non. Alors, mais Armand Cole, ce n'est pas la première fois également le prophète du Vouri. On peut remonter le temps, on a parfois vu ce type de situation. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un prophète du Vouri. Douala est une ville frondeuse. Et si vous remontez le temps, la plupart des préfets du Vouri ont été soit faits gouverneurs. La plupart d'entre eux, au Kazabilai, Mbengor, Nasseri Paul Béa, et ainsi de suite. Préfet. Non, il a été préfet dans le Vouri. Non, il a été préfet. Il a été préfet dans le Fondé. En fou. Dans le Fondé. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Douala, ce n'est pas Yaoundé. À Yaoundé, non, à Yaoundé, vous avez le quartier général. Vous avez la DGSN, vous avez tous les services des FDS et des FMO. À Douala, ce n'est pas le cas. À Douala, le niveau d'incivisme, le niveau de promiscuité et le niveau de liquide qui circule. C'est donc parce que là ça, le il faut. problème. Oui, mais c'est que j'en arrivais. Voilà. Le niveau de liquide qui circule. Est-ce que vous savez, je le tiens d'une bouche autorisée, le jour de la prise de fonction du gouverneur du littoral. L'actuel? Non, quels que soient les gouverneurs, je le tiens de quelqu'un qui a travaillé là pendant longtemps. Les cadeaux qu'il reçoit le jour de son installation dépassent de loin le milliard. En termes de... Oula! Je parle du milliard. Je parle du milliard. Les hommes d'affaires qui défilent, les caisses de vin, les caisses de champagne qui défilent, les enveloppes qu'on vient lui remettre. Le préfet, le jour de sa prise de fonction... Mais ça, c'est pas vérifié. Hein, ça, c'est un commentaire d'un de tes amis en train de boire une bière. C'est vraiment... Il a dit qu'il avait une source journalistiquement, c'est à fiable. quel point, Armand? Il a une source fiable, il a dit. Non, ne partez pas. C'est terminé. Non, moi, si... Ce que j'essaie d'expliquer, oui, c'est d'abord, on ne nomme pas à la tête des services du gouverneur du littoral et à la tête de la préfecture du Vouri des non-nèmes. C'est des gens, c'est des administrateurs civils rompus à la tâche. C'est des gens qui sont cotés à Yaoundé. Et c'est des gens à qui on demande d'avoir la main lourde. On ne gère pas la région du littoral ou le département du Vouri, comme on gérerait le département de l'Acadie, encore que là-bas, avec les problèmes de mine aujourd'hui, ça devient un tout petit peu difficile. Comme pour dire que si le préfet en arrive à adresser une telle correspondance, c'est à un moment donné qu'il en a ras-le-bol. Mais il y a une question importante.
La correspondance du préfet était adressée et destinée au ministre de l'administration territoriale. Mais dites-moi, comment il se retrouve sur la place publique? Il faut s'interroger. Parce que je doute que ce soit le préfet qui ait décidé, qui a initié cette correspondance, qui ait pris sur lui de la mettre sur la place publique. On a probablement consécuté ça quelque part et on a décidé de lui faire du mal. C'est pour ça qu'on a faire du mal à qui? Au préfet. Mais au préfet. Mais tout à côté également. Ma dernière prise de parole sur la question. On a aussi l'impression que le Ngonda préfet cause pour le gouverneur. Mais le Ngondo est de connivence avec le gouverneur. Ah non, attention Armand, on parle quand même d'une organisation culturelle très sérieuse. Vous ne pouvez pas, de manière simpliste comme ça, accuser le Ngondo. Le préfet vous dit. Non, le préfet dit. Qui a la parole finalement? Qui a la parole? Est-ce que j'ai la parole? Il va à Batanga. Donc vous vous concertez alors. Il va à Batanga. Donc c'est un savoir. Ce que je dis Qui a la parole? C'est bon. Incroyable. Ce que j'essaie de dire, le préfet dit qu'il y a connivence entre les chefs Sawa et le gouverneur. Des grosses accusations. Hein. Non. Écoutez ce que je veux vous dire. Le préfet le dit. Et les chefs Sawa ne sont pas foutus de se rendre compte que là, il y a quand même une accusation grave. Et les chefs Sawa, dans leur réponse, donnent la preuve de ce qu'ils sont de connivence avec le gouverneur. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas meilleure preuve que leur réponse. Merci. Ils prouvent effectivement qu'ils sont de connivence. Merci. Moi, je connais mais je pense qu'ils ont demandé une enquête aussi pour apporter un peu plus de lumière à la fin de l'affaire. Ils commentent déjà, je veux dire, ils donnent déjà des orientations pour la commission d'enquête. Ernest Obama. Non, je voulais dire à Maokol que je n'ai pas fait dans notre école à l'ESTIC, on ne nous a pas appris l'administration, c'est-à-dire que les procédures administratives. Normalement, un préfet n'a pas le droit d'écrire directement au ministre. Là, je vous clôt au pilori, vous n'avez plus rien à dire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai. Non. Le préfet ne peut pas écrire directement au ministre. Vous parlez de la situation de son département? Non, le préfet qui écrit directement au ministre. Normalement, le préfet, s'il y a une situation qui se passe dans sa région, si le préfet avait été, on reparle de quelque chose de plus intelligent que le gouverneur, il fait une lettre au gouverneur et il fait une ampliation. Ça, c'est dans le cadre de la rédaction administrative. Et là, c'est quoi? La rédaction agricole? Nous sommes... Non! Vous dans une accusation. Laissez-moi parler. Le préfet ne doit pas écrire au MINAT. Le préfet rend compte au gouverneur et c'est le gouverneur qui écrit au MINAT. Si le préfet a des accointances avec le MINAT, ce qui ne me semble peut-être pas vrai, il prend sa voiture, il dit à Yaoundé, il rencontre le MINAT de manière informelle. L'administration est écrite. Ça, c'est d'un. De deux, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Monsieur Armand Okol, quand vous êtes un subalterne, il y a des moments où vous avez raison, mais la force de votre la hiérarchie s'impose et vous vous pliez en quatre. Vous pensez vraiment. Moi, je recommande à monsieur Atangandi de nommer Gilles Sadi, préfet du Vouli. Vous pensez que c'est Gilles Sadi? C'est Sadi qui nomme les préfets. Le ministre de l'administration territoriale. C'est le MINAT qui nomme les préfets. Mais c'est lui qui propose. C'est lui qui propose. Parce que si c'est Gilles Sadi qui avait été gouverneur du préfet du Vouli, il ne peut jamais. Non, c'est pas un département. Merci beaucoup, merci cher monsieur. On a besoin de lui à Douala, monsieur. Merci cher monsieur. On espère réellement qu'il pourra avoir une réaction et qu'il y aura un retour de la sérénité au sein de l'administration. Non, on n'aura plus beaucoup de temps. On pourra revenir sur cette question une prochaine fois, peut-être s'il y a des réactions du ministre de l'administration territoriale. On va prendre la direction du Sénégal et d'abord le panafricanisme qui est sur le plateau. On parle quand même du PASTEF, c'est cela? PASTEF, le présentateur qui doit aller à l'école. Mais il a faim apparemment, il va manger la faim. Alors, on prend la direction du Sénégal et on parle aujourd'hui de ce qui secoue le pays, la grosse actualité, le Premier ministre qui a été démis de ses fonctions. On annonce un retour probable au sein de l'Assemblée nationale avec peut-être une volonté de le voir devenir le président de cette chambre-là parce que le président actuel également n'est plus. C'est une nouvelle que vous avez accueillie comment en tant que panafricaniste quand on a vu ce duo sur le terrain
on se dit, ils sont jeunes, ils portent une vision. On était loin de voir une division. C'est une véritable désillusion dans les milieux panafricanistes, et notamment néo-souverainistes, parce que le duo Sonko-Diomaye a été porteur de beaucoup d'espoir, dans le sens où l'on a eu l'impression depuis plusieurs années que les postures panafricanistes, l'idéal panafricaniste ou alors l'idéal néo-panafricaniste est resté davantage cloîtré dans des débats, dans l'engagement au niveau de l'activisme politique. On a plus vu des activistes, Kémy Seba, Nathalie Yamé Teixeira, et on avait fini par croire que, à la réalité, c'est des personnes qui incantent des choses, mais qui ne veulent pas s'imprégner de la réalité politique de terrain pour aller implémenter l'idéal panafricaniste au sommet de l'État. Et donc, le sacre qui a vu l'arrivée du couple Diomaye-Sonko au pouvoir a été pour nous un grand motif d'espérance et même d'espoir. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une véritable désillusion qui vient simplement rappeler ce que certains aiment à dire. Les duos politiques les plus puissants peuvent finir par se transformer en duel politique violent, surtout quand les intérêts commencent à diverger, parce qu'il s'agit de cela. À la réalité, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a que si le président Diomaye Faye est au pouvoir aujourd'hui, c'est en grosse partie du fait de Sonko, qui bénéficie jusque-là de ce qu'on peut appeler la légitimité charismatique, ou alors la légitimité naturelle et idéologique. C'est le principal fondateur, certes avec quelques amis, du PASTEF, et c'est lui qui a impulsé au sein de cette formation politique-là l'idéologie néo-panafricaniste, souverainiste, nationaliste, au sens où il fallait absolument créer une nouvelle génération d'Africains sénégalais pour se positionner contre le néocolonialisme. Il faut qu'on se comprenne très bien. Et le néocolonialisme au sens que le définissait Kwame Nkrumah. Parce que celui qui a le mieux théorisé la question du néocolonialisme, c'est Kwame Nkrumah. Et il disait à l'attention de nos téléspectateurs que l'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui y est assujetti est théoriquement indépendant. Cet État possède tous les attributs de la souveraineté et pourtant son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. Ça, c'est l'essence du combat des panafricanistes. C'est-à-dire qu'ils se positionnent systématiquement contre tous ceux qui veulent s'en prendre à leur souveraineté. C'est pour cela qu'on dit que la bataille est orientée contre le néocolonialisme. Et Sonko a su capitaliser ce discours-là, certainement avec des éléments populistes, etc. Mais il se passe que, avec avec sa puissance, avec son discours qui a vraiment emballé la jeunesse sénégalaise, il a fait l'objet d'une cassure politique entretenue par Macky Sall, la dernière équipe gouvernante. L'on l'a bien vu. Il s'est retrouvé en prison pour une histoire qui n'en valait pas la peine, et tout avec quelques-uns de ses affidés. Et il y a eu là-bas quelques arrangements où il a été obligé de jeter son dévolu sur un de ses amis secrétaire général en charge de la propagande du parti, Diomaye Faye. Ça, c'est l'histoire. Oui, je reviens parce qu'il faut qu'on comprenne très bien. Et donc, le fait qu'il apporte, qui amène Diomaye au pouvoir, c'est tout ça part même de la devise. Diomaye moins Sonko. C'est-à-dire que, en fait, si vous voyez Diomaye, vous avez Sonko. Ouais. C'est-à-dire que Diomaye égale Sonko, Sonko égale Diomaye. Ils arrivent donc là, tout le monde, la popularité du PASTEF, la popularité de la politique de M. Diomaye au pouvoir ne tenait que parce qu'il avait un premier ministre charismatique. Et d'ailleurs, la première décision que M. Diomaye prend quand il arrive au pouvoir, c'est celle de renforcer les pouvoirs du premier ministre. Qui, c'est inédit, où on a vu un premier ministre nommer les membres du gouvernement. Donc, on savait que le duo était parti pour imposer effectivement leur idéologie, leur vision politique. Sauf que les frictions, effectivement, ont commencé lorsque certains discours de Sonko. Oui, certainement. Mais certaines prises de parole. Oui, certes. Mais il faut intégrer une autre logique qui veut que il y a ce qu'on peut qualifier d'exercice du pouvoir. Ce que j'appelle la légitimité de l'exercice du pouvoir. Plus Diomaye exerçait le pouvoir, plus il a fait l'objet de quelques influences des coteries. Au Sénégal, il y a beaucoup de coteries.
des coteries religieuses, des coteries spirituelles, autres qui ont fini par influencer. C'est l'un des rares pays en Afrique où chaque famille a un guide spirituel. Et où le guide spirituel fait office parfois de gourou. C'est-à-dire le guide spirituel peut débarquer chez vous le matin et vous dit vous ne sortez pas de chez vous pendant 2 jours. Donc il y a eu ces influences-là qui font que on voyait très bien Diomaye prendre de la distance avec Sonko sur un certain nombre d'enjeux politiques. Maintenant, il y a effectivement ce que vous dites, à savoir que le côté populiste, populaire de Sonko a commencé à l'emporter au travers de ses discours. Je ne vais pas revenir sur tous les autres discours. Je peux m'arrêter sur le dernier discours prononcé devant l'Assemblée nationale il y a quelques jours, où il a fustigé, par exemple, la gestion des fonds politiques par le président de la République, en rappelant que ces fonds politiques devraient, par exemple, faire l'objet d'un contrôle systématique à travers une commission érigée à l'Assemblée nationale. Ce que le président a toujours refuté. Merci. Merci. Vous ne me laissez pas aller jusqu'au parce que sinon, donnez-moi 1 minute pour sortir. Donc, pour aller plus vite et dire que il y a donc cette bataille-là qui fait que l'exercice du pouvoir dont je parlais tantôt a amené Diomaye à être confronté à un certain nombre d'enjeux, lesquels enjeux ne sont pas simplement nationaux, mais également liés à des influences exogènes. Il faut bien rappeler que le Sénégal aujourd'hui, c'est quand même une dette intérieure de près de 7 000 milliards. Ça, c'est une réalité qu'ils ont connue. Alors, donc d'un côté, si Sonko est resté sur un discours plutôt populiste pour certains, entre guillemets, il y a que son frère Diomaye, lui, il devait, justement, dans le sens de l'exercice du pouvoir, faire face à des partenaires internationaux qui lui rappelaient que le Sénégal a un certain nombre de contraintes. Donc, il y a donc eu une friction, d'un côté, entre la volonté d'imposer, n'est-ce pas, une idéologie plutôt radicale, souverainiste, frontale, et de l'autre côté, une politique davantage diplomatique, plus subtile, ce qui a amené donc les deux leaders hier, qui étaient au départ souverainistes, à avoir des points de vue divergents. Merci beaucoup. On en arrive donc aujourd'hui à ce schisme qui pour nous désole en tant que panafricanistes. Merci beaucoup Blaise Mba sur cette question. C'est-à-dire que David a bien fait de nous raconter un petit peu l'histoire en quelques mots, mais aussi on peut se dire que l'ancien Premier ministre a tenu parfois, il a eu des mots assez durs. Quelqu'un a dit qu'un Premier ministre qui prend la parole et qui demande au président de se ressaisir. Est-ce que finalement le Premier ministre n'avait pas accepté ce que lui-même a organisé, c'est-à-dire que l'autre est devenu président, et quand on devient président, c'est une autre fonction. Malgré le renforcement de la capacité du Premier ministre, il y a quand même le président qui est le grand décideur. Absolument. Et David a bien fait de rappeler un peu le contexte. Il nous a éclairé, édifié sur ce qui a été le carburant, n'est-ce pas, de la lutte de ces jeunes-là. Voilà. Et on l'avait aussi remarqué avec les premières années de présidence de Abdoulaye Wade. Quand on est resté dans l'opposition, les premières années, on se comporte toujours comme si on était dans l'opposition. On est toujours un peu dur. Donc, le problème au Sénégal aujourd'hui est-ce que c'est un dilemme? Mais c'est un problème qui oppose la légalité, le président est légal, et la légitimité que Sonko a. Bon, maintenant, oui, le président est président de la République. Sonko, lui, il porte une vision, il porte une idéologie. Il pensait qu'une fois au pouvoir, ils vont pouvoir l'implémenter pour sortir donc des discours dans les médias de Kémy, de Yam, pour véritablement opérationnaliser la pensée panafricaniste. Maintenant, le président, lui, qui est à un autre horizon de lecture, à l'exercice du pouvoir présidentiel, s'est rendu compte que c'est souvent de preux discours lorsqu'on est dans l'opposition. Mais dans l'exercice effectif du pouvoir, on est confronté aux réalités. Et on peut commencer à mettre de l'eau dans son vin. Parce que le Sénégal est endetté, il faut bien régler la question de... On parle de 135% du PIB. Voilà. C'est-à-dire qu'en valeur relative, le montant de la dette sénégalaise aujourd'hui, un président de la République doit pouvoir affronter ça, doit pouvoir régler ces problèmes concrets qui vont impacter la vie des Sénégalais. On sort des discours très tranchés pour gérer, pour caresser le concret, et ça devient difficile. Mais on ne peut pas, même si on bénéficie de la légalité. Lui, le président, il est légal. Son Premier ministre a la légitimité.
Et si nous sommes en démocratie, je ne parle pas là, je n'ouvre pas un débat juridique, mais un débat politique. La question est politique. Nous sommes en démocratie. Si en démocratie, le pouvoir est pour le peuple, est par le peuple et pour le peuple, alors celui qui a la légitimité populaire devrait quand même faire l'objet d'une certaine attention. Merci. Alors, on a vu également Sonko recevoir une bonne foule, hein, encore une fois qu'il a été relevé de ses fonctions. On annonce son retour à l'Assemblée nationale parce qu'il avait mis de côté pendant quelques temps, le temps des fonctions du Premier ministre, son statut d'élu de la nation. Donc, il retourne à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut assister finalement c'est-à-dire à une résistance entre le législatif et l'exécutif, ce type de bataille? D'abord, la question devrait être réglée parce que vous savez qu'au Sénégal actuellement et même dans la plupart des pays d'Afrique, il y a un débat purement juridique sur l'éventualité pour Sonko de reprendre son siège. Je vais y revenir dans un instant, même si on n'a pas suffisamment de temps. Ce qu'il faut comprendre dans le duo, c'est que, et David fait bien de le dire, Diomaye Moïse Sonko. Diomaye, c'est Sonko. Et pour une fois, on a assisté à une campagne électorale où, sur une affiche de campagne, il n'y avait pas un seul individu, mais deux. Ça veut dire que Diomaye seul, aux yeux des Sénégalais, ne passait pas. Il fallait lui coller l'image de Sonko pour qu'il puisse passer. Normal donc que Sonko exige, lui également, parce que le PASTEF, le candidat du PASTEF, a été élu sur la base d'un projet politique. Et c'est sur la concrétisation de ce projet politique que Sonko, lui, se projette. Diomaye peut se limiter, lui, à ce mandat. Lui, il aura déjà été président. Or, celui qui lui a permis à lui d'être président caresse et rêve d'être président de la République. C'est la dernière marche qui lui reste. Sonko ne peut pas avoir fait tout cela sans atteindre la plus haute marche. Il aura le sentiment de n'avoir pas réussi. C'est pour ça qu'il s'attaque au président. Il ne s'attaque pas. Je vous dis que lui... Il reprend le président chaque fois qu'il prend la parole. Sonko, depuis qu'il est à la primature, travaille sur deux tableaux. Le premier tableau consiste d'abord à redresser les finances publiques qui vont permettre à la fois de régler la dette, mais de résoudre des problèmes du pays aujourd'hui qui portent sur l'emploi, sur l'austérité, sur la relance économique. Il compte là-dessus. La deuxième des choses, c'est que quand il ira en campagne, parce que pour lui, 2029, c'est l'année de tous les espoirs. Quand il ira en campagne, il faut bien qu'il ait quelque chose dans la besace pour dire, voici ce qu'on vous a promis en 2024, voilà ce qu'on a réalisé. On n'a certes pas réalisé en totalité, mais si aujourd'hui vous me faites confiance, je vais réaliser la suite. Sur le débat qui a cours, sur est-ce qu'il a qualité pour rejoindre son siège, je crois que je vous ai envoyé ce document, et on voit bien que Sonko avait de la suite dans les idées et il avait été proactif. Il a suspendu ses fonctions de député, il n'a pas, comme beaucoup essaient de le dire, il n'a pas démissionné. Absolument. Il a suspendu de ses fonctions. Et la suspension des fonctions veut dire que un jour, vous pouvez revenir. Et l'éventualité, je crois qu'il a un boulevard devant lui parce que vous le savez, le Sénégal a 165 députés à l'Assemblée nationale et le PASTEF en compte exactement 130. Merci. La plupart d'entre eux sont acquis à la cause de Sonko. La preuve, c'est que la plupart des directeurs généraux ont démissionné en soutien à Sonko. Et même le président de l'Assemblée nationale a démissionné. A démissionné. Mais ça, il faut le faire. Merci. Donc, pour dire que on s'achemine vers une cohabitation qui sera extrêmement difficile. Le président va devoir gérer par ordonnance. Or, quand vous gérez par ordonnance, c'est que vous perdez de votre légitimité. Ernest Obama, l'ambition est légitime. Sonko peut rêver de devenir président, ça a toujours été un rêve qui caresse, mais s'il a décidé de faire la passe décisive à son ami qui devient président, peut-être qu'il devrait l'accompagner en respectant son statut. Écoutez, il nous reste très peu de temps. Quand on dit aux Camerounais qu'on a un très grand président, Paul Biya, les gens ne le comprennent pas.
La situation sénégalaise est identique à celle qu'on a connue au Cameroun en 83. Une situation qui est décrite dans le livre de Henri Bandelot, La flamme et la fumée. Sauf que le président Biya est resté stoïque. Il a fallu qu'il y ait tentative de coup d'État pour qu'il sorte des seconds. Vous dites que Sonko est devenu président. C'est Sonko qui est président. Les Sénégalais ont élu Sonko sur le couvert de Diomaye Faye. Et l'erreur stratégique de Sonko, c'est d'avoir limogé le Premier ministre. Il a fait une erreur stratégique grave. Diomaye, autant pour moi. Vous savez, dans nos villages, on nous dit, chaque fois que vous allez à une fête, ce n'est pas parce que vous rencontrez la vie des Boutou là-bas, à Mont-Okol, souvenez-vous toujours de celui qui vous a invité à la fête. Souvenez-vous toujours. Diomaye Faye, on le respecte, les présidents aujourd'hui, mais au fond, on voit bien qu'il y a un leader qui est Sonko. Je vous dis ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que... C'est un président. Sonko, demain, sera élu président de l'Assemblée nationale. La coalition Diomaye président a essayé de saisir le Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent. C'est ça. Ils ont dit qu'il ne peut pas s'ingérer dans les affaires de notre pouvoir. Absolument. Donc, Sonko sera président de l'Assemblée nationale demain. Diomaye Faye n'a pas la légalité pour dissoudre l'Assemblée nationale. Ce qui va se passer, et c'est ce que Armand Okol est en train de vous expliquer. Monsieur Diomaye Faye a été élu sur la base d'un projet politique du PASTEF qui a une ligne claire. Et le président Diomaye Faye est en train de se détourner de la ligne du PASTEF. Si Sonko devient président de l'Assemblée nationale demain, on peut poursuivre le président pour haute trahison. Parce que les Sénégalais l'ont élu pour un projet politique et il est en train de se détourner. S'il est accusé, poursuivi pour haute trahison, je ne sais pas si les instruments, il y a déjà une haute cour de justice au Sénégal. Je pense que ce n'est pas le cas. Le Conseil constitutionnel peut jouer ce rôle-là. Le président de la République peut donc être destitué. Il y a déjà des motions de censure. Il peut donc être destitué. Et je pense bien qu'au Sénégal, en cas de vacances du pouvoir, celui qui devient président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale, je crois bien, de l'Assemblée nationale. Et il a le pouvoir d'organiser l'élection, d'en être candidat et de requérir donc et la légitimité et la légalité. On a trompé Diomaye Faye. On l'a trompé, il a fait une erreur stratégique. Non, mais non, donc il devra accepter de continuer à subir les discours de... Non, il ne va pas subir. Il va retrouver... Il va redevenir Diomaye Faye. Merci beaucoup. Il n'y aura plus de Sonko. Diomaye Moïse Sonko. Merci. Il va redevenir Diomaye Faye. Merci. C'est vous qui m'avez fait venir. On va en parler demain. David. Qu'est-ce que le rebondissement de demain? Voilà. Donc, on va dire merci à David Ebouto. Il revient demain. David revient demain. Un seul sujet. Il a mon numéro. Non, c'est en direct là. On vous invite en direct là. Merci. Le même panel demain visé, si ça vous convient. Merci. Moi, je n'ai pas de problème. C'est le rédacteur de... le rédacteur en chef de l'émission, alors. Les gens ne sont... Je ne suis même pas au courant de l'émission. Merci Ariel Atouga pour le 20h. Non, mais ça veut dire la présentatrice pour qu'elle...